Chapitre 7. Une femme bafouée. 13-16 décembre 2002. Ginny n'était pas arrivée quand Harry rentra chez lui ce soir-là, et, en l'attendant au salon, il repensa à sa conversation avec Janice. Il hésitait sur la conduite à tenir. Devait-il parler de sa collègue à Andromeda? Janice souhaitait-elle réellement qu'il le fasse? Il n'avait pas encore tranché quand il entendit la voix de sa fiancée. Il la rejoignit dans la cuisine pour dîner. Leur conversation se limita à des sujets neutres. La soupe était délicieuse, le dernier exploit de Victoire raconté par Fleur à Molly et retransmis à Ginny par cheminée, le froid qui était brusquement arrivé et le mariage de George et Angie le lendemain. Durant tout le repas, il eut l'impression que Ginny le regardait en dessous et songea qu'elle avait sans doute envie d'en savoir davantage sur le déroulement de son enquête. Mais que leurs précédents échanges à ce sujet l'empêchaient de lui poser la moindre question. Alors qu'ils abordaient le dessert, Ginny se décida. « Vous avez parlé longtemps avec Gwenog ?»« C'est elle la victime ?» répondit-il brièvement. « Elle t'apprécie » lui assura son ami. Harry leva un sourcil. « Je ne lui ai pas dit grand-chose. »« Peut-être, mais elle m'a confié qu'elle t'aimait bien quand on s'est vu à la douche. » Harry s'interdit fermement de se représenter mentalement la scène. « Elle pense aussi grand bien de ta partenaire, » continua Ginny. « Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire pour susciter autant de compliments ?»« Elles se sont bien comprises parce que Davenport a fait de la compétition en duel, » révéla Harry, considérant que ce n'était pas un secret. « Je suppose que tu l'apprécierais aussi, » ajouta-t-il. « Ce qui m'a étonné, » spécifia Ginny, « c'est que Gwenog s'en tige d'une aurore. Elle qui a tant de mal à accepter l'autorité. »« Moi aussi j'en suis un, » protesta Harry. « Et elle a été sympa avec moi dès que tu nous as présentés. »« C'est différent, » affirma Ginny en balayant l'argument d'un geste de la main. « Vous avez des tas de choses en commun tous les deux. Une célébrité établie depuis des années, une carte de choco-grenouille à votre effigie, tout ça. »« Enfin, Ginny, la carte ça ne veut strictement rien dire, » s'exclama Harry. « Merlin l'Enchanteur aussi en a une, et je n'ai rien à voir avec lui. Dans l'esprit de certaines personnes, je n'en suis pas si sûre. Tu oublies que pour le commun des mortels, tu as repoussé un sortilège de mort d'un simple expelliarmus. »« On le saura, » grommela Harry. « Ça a servi à quoi que j'explique comment j'ai fait à la radio si personne n'a rien écouté ? » ?»« Tu aurais préféré qu'ils comprennent la vérité à propos de cette baguette ?» répliqua Ginny sarcastique. « Tu sais très bien ce que je veux dire. Et puis, on est obligé de parler de ça ? » ?»« Je suppose que non. Quelle robe mets-tu demain pour le mariage de mon frère ? » Le lendemain, à 14 heures, ils cheminèrent jusqu'à la propriété des Johnson. Quand ils entrèrent dans le bâtiment où se déroulait la cérémonie, Molly était déjà en train d'aider la mère d'Angelina à décorer la table poussée le long du mur qui supporterait les amuse-gueules et le champagne. Vers le fond, une sorte de tonnelle avait été dressée et agrémentée de feuilles de houx et de branches de sapin. Pour ajouter une note hivernale, de la neige magique semblait doucement planer au-dessus de l'ensemble. Des flocons lumineux scintillaient sur les murs, donnant un air de fête à l'endroit. Harry et Ginny saluèrent Arthur, qui était avec le père de la mariée, et se présentèrent aux quelques membres de la famille Johnson, 2 oncles et une tante d'Angie, ainsi que 2 cousins. Fleur apparut, sublime comme toujours malgré sa tenue toute simple, accompagnée d'une Victoire adorable dans sa petite robe de couleur vive. Andromeda les rejoignit avec Teddy, qui vint se jeter dans les bras de Harry selon son habitude, avant d'aller voir sa grande amie Vic. Percy et Bill arrivèrent ensuite, juste avant le mage qui devait unir le couple. Les mariés brillaient par leur absence et les parents commençaient à échanger des regards nerveux. Un pop indiqua une arrivée par transplanage. Ron, Charlie et George apparurent ensemble. Le premier était revêtu d'une robe de cérémonie qui ressemblait à celle que Bill avait portée pour la même occasion, sans la fleur à la boutonnière. L'air fier de Ron et Charlie fit deviner à Harry qu'ils n'étaient pas étrangers à la mise vestimentaire de leur frère. Molly eut un hochement de tête satisfait en voyant son fils. Hermione et Angelina arrivèrent de la même manière. La mariée portait une robe,
sans doute moldu au vu de sa taille ajustée, mais dont la coupe longue et le col rappelaient la mode sorcière. Le ton crème tranchait sur sa peau sombre, et les perles multicolores fixées à ses tresses apportaient une touche de gaieté à sa tenue. Son père prit la place d'Hermione qui se glissa sur le côté en tant que témoin. Tout le monde s'avança pour former un demi-cercle autour du dais nuptial. Mr. Johnson remit sa fille à George, et le mage commença son office. Pour se conformer au désir des mariés, il ne fit pas de discours, et il ne fallut que 5 minutes pour arriver à l'échange des vœux. À peine furent-ils déclarés unis que George lança à la cantonade. « On peut aller boire maintenant ?» Ce qui retira toute solennité à l'instant. Molly le foudroya du regard et, sans répondre, s'avança pour embrasser sa nouvelle belle-fille. « Bienvenue dans la famille, Angelina. Je ne suis pas sûre que ton mari fasse honneur à l'éducation qu'on lui a donnée, mais je suppose que tu sais à quoi tu t'exposes. » « Ne vous en faites pas, Mrs. Weasley. Je l'ai choisi en connaissance de cause et je n'en voudrais pas un autre, » affirma Angie. Molly eut un sourire triste, puis serra de nouveau la jeune femme dans ses bras en lui murmurant quelque chose à l'oreille. Quand elles se séparèrent, Harry eut l'impression qu'un nouveau lien, plus fort, s'était établi entre elles deux. Pendant ce temps-là, George avait reçu les félicitations de sa belle famille. Et quand tout le monde eut été à les marier, les deux mères firent venir les boissons et les petits fours sur le buffet. L'assemblée se répartit le long de la table. Harry servit une assiette à son filleul et lui ajusta une serviette autour du cou. « Tu t'es bien amusé ce matin ?» demanda-t-il à l'enfant. « Oui, j'ai joué à chat avec Moustachu, c'était drôle. » Moustachu était le rat que Harry avait acheté à Teddy lorsqu'ils avaient visité l'animalerie du chemin de traverse 2 jours auparavant. Le petit garçon était tombé sous le charme d'un rongeur, et le jeune Aurore s'était souvenu de la joie qu'il avait ressentie quand Hagrid lui avait offert Edwige. Malgré les mauvais souvenirs que lui avait laissés Croutard, il avait donc cédé aux instances de l'enfant, estimant que c'était une demande raisonnable. Il avait cependant lancé un sort de révélation sur l'animal à un moment où Teddy ne regardait pas, pour s'assurer qu'il était bien ce qu'il semblait être. « Et qui était le chat ?» s'enquit Harry. « Moi, » répondit Andromeda. « J'ai dû utiliser un Accio pour rattraper cette sale bête quand elle s'est sauvée dans le jardin. » Le ton de la femme était sévère, et Harry se dit qu'il aurait dû lui demander la permission avant de donner un animal familier à son filleul. Il lança un regard embarrassé vers la grand-mère qui haussa les épaules d'un air fataliste et annonça. « Je suppose que je dois être soulagée que tu ne lui aies pas offert un dragon. Le jardin aurait été un peu juste. »« Grand-mère, Vic peut venir voir Moustachu quand on aura fini ici. »« Va demander à Fleur, » accepta Andromeda. « Je pense que je n'aurai la paix qu'une fois qu'il l'aura présenté à toute la famille, » ajouta-t-elle pour Harry pendant que l'enfant filait vers la vélane. Harry jugea qu'il était temps de changer de sujet. « Ma coéquipière actuelle est Janice Davenport, » commença-t-il. « Elle m'a dit qu'elle vous connaissait et m'a demandé de vos nouvelles. »« Janice ?» répéta Andromeda. « Elle est Aurore. »« Vous ne le saviez pas ?» s'étonna Harry en se demandant depuis combien de temps sa collègue exerçait son métier. « Quand nous étions encore en contact, elle avait intégré l'Institut national des sorciers duellistes, » expliqua son interlocutrice. « Elle a d'ailleurs gagné des médailles. Quelques mois après, nous nous sommes perdus de vue. »« Dora ne vous a jamais parlé d'elle ?» s'enquit Harry. « Dora ne me racontait pas grand-chose de son travail, » soupira Andromeda. « Elle savait que cela m'angoissait beaucoup et évitait de me dire ce qu'elle faisait. Si Janice ne lui avait pas dit qu'elle me connaissait, elle n'avait aucune raison de l'évoquer. »« J'ai l'impression que Davenport a envie de vous voir, » confia Harry. « Mais elle n'est pas certaine que ce soit réciproque. » L'expression d'Andromeda se fit nostalgique. « Je la retrouverai avec plaisir. Cela m'a fait de la peine quand elle s'est coupée de tous ses amis après le drame. »« Quel drame ?» demanda Harry. « Ah, tu ne sais pas ? Ce n'est pas un secret, remarque, c'était dans la Gazette. » Elle marqua une pause avant de continuer d'un ton triste. « Janice était fiancée à Christopher McKinnon. En 1979, les Mange-Morts ont attaqué la maison des McKinnon et ils ont massacré tout le monde.
Janice était là-bas ce soir-là. Grâce à son talent de duelliste, elle a réussi à survivre, bien qu'elle ait été laissée pour morte. Je sais qu'elle a été blessée au visage. Je suppose qu'elle en a gardé une cicatrice. Elle porte un bandeau sur l'œil droit, précisa Harry. Le nom de McKinnon lui disait quelque chose. Il lui fallut quelques secondes pour retrouver l'information. Maugrey Folleuil lui avait parlé d'une femme de cette famille qui avait appartenu à l'ordre du Phénix et avait été tuée ainsi que tous les siens. Après ça, continua Andromeda, elle n'a plus voulu voir personne et j'ai perdu sa trace. Il faut dire que je n'ai pas tellement insisté parce qu'avec mon mari et ma petite fille, je craignais que ce soit trop cruel après la mort de son fiancé. Harry comprit mieux les mots que sa collègue avait laissé échapper. Ce sera mon tour de lui rappeler ce qu'elle a perdu. Andromeda souffrirait-elle de rencontrer un témoin de sa jeunesse et de son bonheur ? Se demanda-t-il. Il n'en avait pas le sentiment, mais il ne se sentait cependant pas très à l'aise dans son rôle de médiateur, étant davantage fait pour l'action que pour la négociation. Il dut se forcer pour affirmer. « Je pense qu'elle a envie de vous voir. » Andromeda laissa passer un moment, le regard dans le vague, avant de plonger ses yeux dans les siens. « Merci, Harry, d'avoir transmis le message. Nous devrions pouvoir nous débrouiller comme des grandes maintenant, » assura-t-elle. « Je suis toujours heureux de vous rendre service, » répondit-il maladroitement. Il eut le plaisir de la voir sourire. C'était assez rare, et Harry apprécia à sa juste valeur d'avoir ensoleillé son visage. Le lundi matin, ils avaient prévu de rencontrer les 3 hommes repoussés par Gwenog. Ils commencèrent par réexaminer le courrier de menace qu'elle leur avait confié pour comparer les différentes écritures. Le corps de la lettre et l'adresse avaient été inscrits en capitales, ce qui ne facilitait pas leur travail. Harry songea au roman policier dont il était friand depuis qu'Hermione l'y avait initié 1 an auparavant, en lui en offrant un pour Noël. Elle avait choisi un livre d'Agatha Christie pour qu'il ne soit pas trop dépaysé, et il avait enchaîné sur des Sherlock Holmes, très intéressé par les raisonnements qui permettaient aux détectives de parvenir à la résolution de l'énigme. Il se rendait toujours dans la même librairie Moldue, qui se trouvait à proximité du square Grimore et commençait à être connu des vendeurs. L'un d'eux lui avait proposé ses services et l'avait dirigé vers une auteure contemporaine, P. D. James. Il avait ainsi été initié à des méthodes d'investigation plus actuelles qui l'avaient passionné. Il avait d'ailleurs prévu de retourner acheter d'autres livres et de se faire conseiller des romans décrivant plus en détail les procédures de la police moderne. Les Moldus ont des outils pour analyser les écritures, révéla Harry à sa partenaire. Cela leur permet de faire des comparaisons plus rigoureuses que nous. Ils font comment ? Demanda Davenport. Ils observent, tenta d'expliquer Harry. Ils ont même une théorie selon laquelle on peut déterminer le caractère d'une personne en fonction de sa façon de former les lettres ou de sa tendance à tracer des lignes qui montent ou qui descendent. Tout cela est très intéressant, mais comme on n'a pas de policier moldu sous la main, il va falloir nous débrouiller avec les moyens du bord, remarqua Davenport. À moins que tu n'aies inventé un sort qui nous permette de trouver des ressemblances. Harry secoua la tête. La découverte de toutes ces méthodes inédites lui avait donné envie de les introduire dans le monde sorcier, mais il ignorait comment s'y prendre. Devait-il préconiser de requérir au service des spécialistes moldus ? Mais comment justifier la texture particulière du papier qu'ils utilisaient ? L'autre façon de procéder serait d'inventer des sorts. Mais le jeune Aurore ne savait pas à qui s'adresser pour ce genre de réalisation. Il était sur le point de s'en ouvrir à sa partenaire, mais celle-ci s'était déjà penchée sur les lettres qui étaient posées sur son bureau et leur appliquait des sortilèges de grossissement. Il garda ses idées et ses questions pour lui. Il était temps de commencer leurs interrogatoires. Le premier de leur liste s'appelait Daniel Morholt. Il avait envoyé 5 courriers à Gwenog lui demandant un rendez-vous. Il lui a dit qu'elle s'afflamme dans des sortes de versifications galantes qui hésitaient entre les envolées lyriques, sans doute inspirées d'une anthologie des pires poèmes anglais,
et de pitoyables tentatives pour trouver des termes rimant avec cognard et Gwenog. Quand tu tapes dans tes cognards, tu ressembles à un busard. C'est plutôt flatteur pour sa technique de vol, commenta Davenport. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure façon de gagner le cœur de notre championne. La poésie était une erreur dès le début, estima Harry. Sans doute. Enfin, puisque notre homme travaille au service des accidents magiques, je vais le chercher. Toi, tu m'attends dans la 4. D'accord, dit Harry qui alla réserver la salle d'interrogatoire sur le parchemin dévolu à cet usage. Cette formalité accomplie, il prit le paquet de lettres et se rendit dans la petite pièce où il patienta. Davenport ne tarda pas à revenir avec un grand gaillard qui semblait un peu inquiet. En voyant Harry, il se décomposa. « Vous m'aviez dit que c'était une vérification de routine » paniqua-t-il. « Je n'ai rien fait de mal, je vous le jure. »« Asseyez-vous, » fit tranquillement Davenport. « Reconnaissez-vous ce courrier » L'homme devint encore plus blanc. « Il est signé de mon nom » répondit-il. « Mais je ne comprends pas. C'est juste un mot envoyé à une championne. C'est permis, non ?»« Ça l'est un peu moins » répliqua l'Aurore en faisant glisser devant lui la lettre de menace. Le suspect la regarda et secoua la tête. « Je n'ai jamais écrit ça. C'est complètement fou, cette histoire. Je l'admire et j'aimerais la rencontrer. Pourquoi je lui dirais des choses pareilles ?»« Parce qu'elle n'a pas accepté de vous voir ?» suggéra Davenport. « Je me doute bien que je ne suis pas le seul à lui faire des propositions, » reconnut Morholt. « Et qu'elle a autre chose à faire que fréquenter un type comme moi. Mais qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas ? Il y a de fortes ressemblances entre votre écriture et celle qu'on retrouve sur ce courrier, mentit Davenport. Ce n'est pas moi, je vous jure. Je ne lui aurais jamais fait ça. Pourriez-vous reproduire ce texte ? Le pria Harry en lui tendant un parchemin et une plume. Morholt le regarda, hésitant, puis il haussa les épaules et s'exécuta. Sa graphie était très différente de celle du modèle. « De la main gauche, maintenant !» insista Harry. L'homme eut l'air de se demander si Harry avait toute sa tête, mais obéit. C'était encore plus dissemblable de l'écriture qu'il recherchait. « Quand avez-vous vu mademoiselle Jones pour la dernière fois ?» s'enquit Davenport à brûle-pourpoint. « À la finale de la Coupe de Ligue, » répondit Morholt. « De loin. Et je dois la voir dans un mois dans un match amical contre les Vagabonds de Wigtown. » Davenport posa encore quelques questions, mais ils n'en retirèrent rien d'intéressant. Il avait notamment un bon alibi pour la soirée et la nuit durant laquelle le balai de la joueuse avait été trafiqué. Ils le remercièrent d'avoir pris le temps de leur accorder cet entretien et le laissèrent partir. Leur second suspect était serveur chez le marchand de glace qui avait remplacé Florian Fortarome sur le chemin de traverse. Il s'appelait Fitzwilliam Singleton. Il obtint un quart d'heure de pause de son patron et s'assit avec ses visiteurs à une table isolée. Il ne paraissait pas réellement inquiet, juste légitimement étonné de se voir interrogé par des aurores, dont l'un n'était nul autre que le célèbre Harry Potter. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il. « J'ai servi un criminel sans le savoir. »« Vous connaissez Gwenog Jones, je crois, » répliqua Davenport. Singleton leva ses sourcils de surprise. « Connaître est un grand mot, » répondit-il prudemment. « J'ai pu lui parler un petit moment quand elle m'a accordé une dédicace. On est du même patelin du pays de Galles, vous voyez, et cela m'a permis d'engager la conversation. »« Vous l'avez fréquentée quand vous étiez enfant ?» s'enquit Harry. « Non, elle a bien 7 ou 8 ans de plus que moi. Je suis fan des harpies depuis des années et j'adore son jeu. J'étais super content de tailler une bavette avec elle. »« Il date de quand, votre autographe ?» se fit préciser Davenport. « En juillet dernier, les 8e de finale. »« Contre les flèches d'Appleby ?» demanda Harry. « Oui, c'est ça. Je suppose que vous avez suivi ce championnat de près, » réalisait l'homme, manifestement excité à l'idée d'avoir un interlocuteur spécialiste des harpies. Harry ne répondit pas.
Son suspect avait rencontré Gwennock quelques jours avant la disparition de la clé de Valmey Morgan. Cela avait-il un rapport? Avez-vous tenté de la contacter ou l'avez-vous revue depuis? Continua Davenport. Je lui ai écrit pour lui proposer qu'on se retrouve quelque part, vu que le courant était bien passé. On peut rêver, hein? Mais bon, elle ne m'a pas répondu. Je suppose que j'aurais pu m'en douter. Vous avez dû être très déçu, fit mine de compatir Davenport. Une femme comme elle peut espérer mieux qu'un petit serveur, sembla se résigner leur suspect. Harry se dit qu'il devrait lui conseiller de tenter sa chance auprès de Valmey Morgan. Celle-ci n'avait sans doute pas ce genre de prévention. « Je suppose que vous avez assisté ?» relança Davenport. Singleton ouvrit la bouche, puis la referma sans avoir prononcé un mot. Il laissa passer 1 ou 2 secondes avant de demander. « Vous cherchez quoi, là, au juste? Elle s'est plainte de moi? Je lui ai juste envoyé 3 lettres. Elle doit avoir l'habitude, non ?» Sans répondre, Davenport posa devant lui le courrier de menace. Il le parcourut et affirma. « Désolé, mais ce n'est pas à moi. Je n'aurais jamais écrit des choses comme ça. »« Avez-vous cherché à la revoir ?» insista Harry pendant que sa collègue reprenait leur pièce à conviction. « Non, je ne suis pas mordu à ce point. Ça m'aurait plu de la rencontrer de nouveau, mais je ne suis pas du genre à m'imposer. »« Connaissez-vous une autre personne qui habite ou travaille à Holyhead ?» tenta Davenport en se basant sur leur supposition de trahison interne. L'homme papillonna des yeux, hésitant à répondre, ce qui constituait une indication en soi. « Qui ?» insista Davenport. « Je ne veux causer d'ennui à personne, » affirma-t-il. « Nous lui poserons seulement quelques questions, » lui assura-t-elle. « Mais pourquoi des Aurores s'occupe-t-il de ça ?» s'inquiéta-t-il. « Enfin, après tout, ce ne sont que des mots. Ne me dites pas que Gwennock flippe à cause d'une lettre. »« Nous avons des raisons de penser que cela pourra aller plus loin, » répliqua Davenport. « Votre silence peut lui être préjudiciable. Et puis, maintenant que nous avons compris que vous connaissez quelqu'un de son entourage, combien d'heures croyez-vous que ça nous prendra pour savoir qui c'est ? » « Mais vous allez l'embêter, » s'inquiéta-t-il. « Il faut nous faire confiance, » intervint Harry. « Nous voulons juste nous assurer que la batteuse Jones pourra tenir son rôle sans interférence pendant la Coupe du Monde. C'est ce que vous désirez aussi, n'est-ce pas ? » « D'accord. J'ai un moment fréquenté Esther Linscott. Quand je dis fréquenter, c'est en tout bien tout honneur, je le précise. Ma sœur est copine avec la sienne, et je la connaissais de loin. On s'est croisés un jour dans un magasin le printemps dernier. Et lorsqu'elle m'a raconté qu'elle travaillait à Holyhead, j'ai été très intéressée, car je suis fan de cette équipe depuis longtemps. On s'est revus plusieurs fois. » Il se frotta la tête d'un air embarrassé sous le regard des 2 Aurores. « Il faut me comprendre, » expliqua-t-il en s'adressant à Harry. « Mais je n'avais pas de petite amie depuis un moment, alors ce n'est pas une beauté, mais j'ai quand même voulu tenter le coup au cas où ça collerait tous les 2. Finalement, je me suis rendu compte qu'elle ne me plaisait pas plus que ça. J'étais sur le point de trouver une excuse pour ne plus la voir quand elle m'a dit qu'elle pourrait m'avoir des places pour la Coupe de la Ligue. Je n'allais pas rater ça, les billets sont chers, et je peux rarement m'en offrir plus de 2 par saison. J'ai donc sauté sur l'occasion et je suis allé au match avec elle. C'est là que j'ai rencontré Gwennock Jones et qu'on a un peu parlé. Ça, c'est une femme. » « Cela veut dire que vous avez arrêté de voir mademoiselle Linscott ?» comprit Harry. « Ce n'était pas allé bien loin, juste quelques verres et 1 ou 2 balles. Les trucs où vous emmenez une fille quand vous ne savez pas encore comment ça va tourner. J'avais prévu de le lui dire en face et je lui ai proposé de nous rencontrer aux 3 Ballets. Mais elle m'a posé un lapin et ça s'est terminé comme ça. Ce rendez-vous manqué, c'était avant que vous ayez envoyé une lettre à mademoiselle Jones pour la revoir ou après ?» se fit préciser Davenport. Je ne sais plus. Possible que ce soit la même semaine. Vu que ça remonte à 6 mois, je ne me souviens plus des jours exactement. » L'Aurore laissa passer quelques instants et montra de nouveau le courrier menaçant. « Se pourrait-il que ce soit l'écriture de mademoiselle Linscott ?» demanda-t-elle sans détour. « Je ne pourrais pas vous dire, elle ne m'a jamais écrit. » Harry était presque certain que l'homme mentait.
Il jeta un regard à sa partenaire, mais celle-ci se levait pour partir. « Nous vous remercions, indiqua-t-elle à l'attention de Singleton. « Hé, vous allez embêter Esther » s'inquiéta-t-il. « Moi je sais qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. Elle a eu plein de problèmes, et elle n'a pas besoin qu'on vienne l'accuser d'un truc qu'elle n'a pas fait. Et puis, les erreurs judiciaires, ça arrive. Nous ferons notre possible pour les éviter, lui assura Davenport. Harry se leva à son tour et suivit sa partenaire, laissant Singleton comme assommé à sa table. Sans se concerter, les deux aurores se dirigèrent vers le chaudron baveur pour prendre la cheminée. Davenport retint Harry par le bras avant qu'il ne rentre dans l'âtre. « C'est toi qui mènes l'interrogatoire cette fois, lui indiqua-t-elle. « Hein ? Il est temps que tu me montres ce que tu as appris. »« Bien, » dit Harry en espérant qu'il serait à la hauteur. Ils débouchèrent dans la salle d'arrivée du club des Harpies et se dirigèrent vers le réfectoire, car il était 11h30 et le personnel devait être en train de mettre le couvert pour le déjeuner. Quelques mètres avant d'atteindre leur objectif, ils croisèrent Valmey Morgan. Elle sursauta en les voyant. Son air coupable fit douter Harry de la piste qu'il suivait avec sa collègue. Sur une impulsion, il lui demanda « Vous n'avez rien oublié de nous dire la dernière fois ?» Elle rougit violemment et murmura « Je savais que je ne pourrais pas vous le cacher longtemps. »« Vous allez nous expliquer tout cela ?» fit Harry qui essayait de comprendre où leur raisonnement s'était fourvoyé. Ils retournèrent dans la salle d'arrivée et écartèrent des vêtements pour s'asseoir sur les bancs qui couraient le long des murs. « Nous vous écoutons » indiqua Harry quand ils furent tous les trois installés. La jeune femme avait la tête baissée comme si elle ne pouvait supporter le regard des aurores. Elle commença en se tordant les mains. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'aime bien Ginny, mais là, ça faisait trop. » Harry échangea un regard surpris avec sa partenaire. Il ne dit rien cependant et laissa son interlocutrice continuer sa confession. « Elle a toujours été adorable avec moi, j'en suis consciente. Mais des fois, ça fait mal de voir qu'elle a autant de chance, alors que moi, qui travaille comme une dingue, personne ne me remarque. Je sais bien qu'elle le mérite, mais j'ai eu comme un moment de folie. Je suis allée dans sa chambre et j'ai passé toutes ses affaires au sort de découpe. » Davenport lança un coup d'œil interrogateur à Harry, qui, de la tête, lui fit comprendre qu'il savait de quoi il était question. « C'est sûr qu'une qualification pour le championnat du monde et des fiançailles avec une célébrité, cela fait beaucoup pour une seule personne, » admit Harry d'une voix douce. « Mais les apparences sont trompeuses. Il est beaucoup moins agréable de me fréquenter qu'on pourrait le croire. À une époque, c'était même terriblement dangereux. J'ai tellement honte. En plus, Ginny est celle qui est la plus gentille avec moi. Et je suis trop lâche pour lui avouer que je ne le mérite pas. » La joueuse leva la tête et affronta le regard de Harry. « Je suis contente que vous ayez compris. Cela ne pouvait plus continuer comme ça. »« Pourquoi ne pas en parler directement avec elle ?» suggéra Harry. « Je pense qu'elle peut très bien vous pardonner. Et puis, elle sera soulagée de savoir enfin ce qui s'est passé. Je ne pourrai jamais le lui avouer en face. Vous ne lui avez rien dit ? » ?»« Non, et je n'ai pas l'intention de le faire. » La détresse qu'il lut dans les yeux de la jeune femme faillit le faire revenir sur sa décision. Heureusement, Janice Davenport intervint. « Je vous conseille vivement de suivre la suggestion de mon collègue et de parler directement à votre amie. Je ne la connais pas assez pour prévoir sa réaction, mais au moins votre conscience sera tranquille. » Vaincue, la joueuse hocha la tête. « Pendant qu'on y est, » demanda Harry, « vous êtes certaine de la date que vous nous avez annoncée pour la disparition de votre clé du gymnasium ? Entre le 30 juin et le 14 juillet dernier ? » ?»« Oui, c'est ça. C'est important pour votre enquête ? » ?»« Peut-être. Vous sauriez où nous pouvons trouver Esther Linscott ? » ?»« Je l'ai vue aller vers la cuisine tout à l'heure. Si vous cherchez Gwenog, elle est au petit gymnase. »« Merci beaucoup, mademoiselle. Nous devons vous quitter. » Harry et sa partenaire se levèrent et laissèrent la jeune femme aux prises avec sa conscience. « Bien joué, Aurore Potter. »
chuchota Davenport alors qu'il progressait dans le couloir. Pritchard m'a déjà expliqué que je suis la terreur des coupables. Il me crédite d'une perspicacité que je n'ai pas. Ce qui compte, c'est que ça marche. D'une manière ou d'une autre, tu as élucidé un mystère dont je n'avais même pas connaissance. Félicitations. Soupçonnant l'ironie, Harry préféra ne pas répondre. De toute façon, ils arrivaient à la destination. « Mamma mia, qu'est-ce que vous voulez encore » s'exclama le cuisinier en les apercevant. « Je vous jure sur la Sainte Vierge que je vous ai dit tout ce que je savais. »« Mademoiselle Linscott, pouvons-nous vous parler ?» répondit Harry, s'adressant à la femme qui découpait le pain dans un coin de la pièce. Elle les gratifia d'un regard sans aménité et les suivit de mauvaise grâce vers le réfectoire voisin qui était vide. Ils refermèrent la porte derrière eux et s'installèrent à la table la plus proche. Harry décida de se servir de sa réputation et de ne pas prendre de détour. « Nous savons que vous avez volé la clé de mademoiselle Morgan et que vous l'avez utilisée pour pénétrer dans le gymnasium l'autre jour. Vous avez jeté toutes sortes de sorts sur le balai de mademoiselle Jones, ce qui a occasionné sa chute. Vous lui avez auparavant envoyé des lettres de menace pour vous venger du béguin que votre ami Fitzwilliam Singleton semblait avoir pour elle. » Elle ouvrit la bouche et la referma. Elle haussa les épaules et avoua sans détour. « Puisque vous savez tout, je pense que je n'ai rien à ajouter. »« Comment avez-vous fait pour déverrouiller le casier ?» s'enquit Harry. Elle eut une moue méprisante. « Elle ne l'avait même pas fermé, » leur apprit-elle. « Elle doit croire que tout le monde l'adore et qu'elle est au-dessus de ça. Êtes-vous consciente qu'elle aurait pu se blesser grièvement ?» Esther Linscott haussa les épaules. « Elles passent leur temps à faire des voltiges sur leurs engins de malheur et se rattrapent toujours d'une façon ou d'une autre. Je ne lui ai pas fait prendre un gros risque. Je voulais juste l'inquiéter un peu. » En son fort intérieur, Harry pensa que c'était raté. La directrice du club avait semblé beaucoup plus alarmée que la principale intéressée. « Bien, il ne nous reste plus qu'à informer Madame Redbird des conclusions de notre enquête. Nous allons vous demander de nous suivre dans son bureau. »« Je me fiche bien qu'elle me mette à la porte, » cracha Esther Linscott. « Je ne supporte plus de voir cette mangeuse d'hommes de toute façon. » Ils l'encadrèrent et ils se dirigèrent vers les quartiers de la directrice. 5 minutes plus tard, ils avaient exposé ce qu'ils avaient déterminé et la coupable avait confirmé leur interprétation des faits. « Je vous remercie de votre coopération et vous félicite de votre célérité à résoudre cette malheureuse affaire, » leur dit la directrice après les avoir écoutés avec attention. « Je préférerais que la justice ne soit pas saisie et que nous réglions nous-mêmes cette situation. »« Nous n'avons pas l'intention de nous en mêler, » remarqua Davenport. « Mais je pense que c'est à nous d'annoncer à Miss Jones les conclusions de notre enquête. »« Eh bien oui, je suppose, » accorda Redbird. « Je vais la faire appeler si vous voulez. »« Nous savons où la trouver, » déclina l'Aurore. « Nous vous rendrons votre clé du gymnasium juste après. » La joueuse travaillait sur un appareil de musculation d'une manière qui arracha un hochement approbateur à Davenport. Cette dernière fit signe à Harry de prendre la parole, et il résuma leur démarche à Gwennock avant de lui indiquer qu'Esther Linscott était désormais dans le bureau de la directrice. La batteuse secoua la tête. « Tout ça pour un type comme Singleton ? Il y a vraiment des fois où je ne comprends pas les filles. »« On est deux, » lui certifia Harry. Gwennock éclata de rire et lui donna une grande bourrade fraternelle dans le dos.